Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 25 septembre 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, pour terminer la semaine, focus marché avec les bourses européennes qui ont donc terminé en baisse jeudi. L'augmentation inattendue des inscriptions au chômage aux États-Unis ayant ravivé, encore une fois, les craintes d'un tassement de la reprise économique, un scénario qui nourrit encore une fois l'aversion au risque et la volatilité des marchés depuis plusieurs jours. Alors, les actions américaines avaient débuté dans le rouge après l'annonce d'une hausse des demandes initiales d'allocation chômage aux États-Unis à 870 000 la semaine dernière, alors que le marché, lui, anticipait un repli à 840 000. Alors, cette mauvaise surprise a alimenté l'aversion au risque déjà, on va dire, palpable sur les marchés européens après l'annonce par la France, justement, de nouvelles mesures visant à freiner la propagation du coronavirus, comme la fermeture avancée des bars et restaurants ou la fermeture totale des salles de sport dans même plusieurs régions jugées à risque. Alors Wall Street, en revanche, est légèrement redressée, profitant encore une fois d'un rebond des valeurs technologiques, mais la hausse a tout simplement été modérée par les incertitudes au sujet de la reprise économique aux États-Unis à la lumière d'indicateurs plutôt mitigés. Alors hier, on a eu un léger vent d'espoir sur la possibilité d'un accord portant sur de nouvelles mesures budgétaires américaines, euh, leur donnant un brin de confiance, puisque le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a indiqué avoir parlé avec la chef des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et il serait prêt à reprendre les discussions justement pour trouver un nouveau plan d'aide. Alors, d'autant plus qu'on a eu quand même un défilé de responsables de la Banque centrale américaine au Congrès, et le président Powell a encore martelé une fois que la première économie mondiale avait besoin d'aide pour ancrer la reprise. Et pour le moment, les discussions n'avance pas vraiment et cela crée de plus en plus d'inquiétudes et d'incertitudes sur les marchés, surtout si les ménages américains ne bénéficient pas rapidement d'un nouveau plan de relance. Alors le marché a réagi dans le rouge à l'ouverture après l'annonce, comme je vous le disais, d'une hausse inattendue des demandes hebdomadaires d'allocation chômage. Et ensuite, on a un indicateur qui est venu un peu renverser la tendance suite à une bonne nouvelle concernant l'accélération des ventes de maisons neuves en août aux États-Unis. Le chiffre est plutôt bon puisqu'elles ont grimpé sur un mois de 4,8% dès juin. Encore une fois, les attentes des analystes. Par contre, ce matin, comme vous pouvez le constater, l'inquiétude domine le moral des investisseurs, les craintes autour de l'épidémie et de l'évolution avec des discours pas très encourageants de la part de certains gouvernements font que les bourses reculent, les bourses européennes cèdent du terrain et les futurs américains, quant à eux, sont aussi dans le rouge. Côté macro, alors ici, c'est un graphique qui représente les fonds obligataires américains à haut rendement, donc avec un rendement assez risqué, qu'on appelle aussi souvent le high yield. Et on constate que ces fonds à haut rendement ont subi les plus fortes sorties de cash depuis quasiment juillet, ici. Les investisseurs réévaluant tout simplement le risque dans un contexte, comme je vous le disais, d'anxiété croissante face à une résurgence du coronavirus et à une reprise plus lente sans nouveau stimulus de la part des gouvernements. Donc là, on constate que les acheteurs ont quand même retiré 4 200 milliards, 4,2 milliards de dollars dans les fonds. Et c'est la troisième plus forte sortie historique de capitaux sur la semaine pour les fonds actions US. Donc là, on n'est plus sur le high yield,
Donc là, on est juste uniquement sur les fonds actions US. On a aussi eu la 3e sortie historique de capitaux la plus forte de la semaine. Et cette semaine était la plus forte sortie de capitaux sur le fonds, enfin du moins les fonds à yield depuis mars. Donc encore une fois, on constate que face aux inquiétudes, on a des acheteurs qui se montrent de plus en plus prudents et qui commencent à prendre des bénéfices, à se retirer du marché, encore une fois. Hein, si on compare bien souvent la psychologie des investisseurs, les pros sortent en premier du marché et les particuliers se font souvent avoir et sont les derniers à sortir. Donc là, pas mal de données intéressantes qui montrent que les professionnels, les opérateurs du marché commencent à s'inquiéter et face à un rebond assez extraordinaire qu'on a eu quand même sur l'ensemble des bourses, eh bien, commencent à prendre quelques bénéfices au cas où la glissade serait un peu plus profonde. Ici, c'est un graphique qui représente les valeurs growth vs value. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la différence, en général, un investisseur sélectionne une valeur parce qu'elle représente, on va dire, un certain intérêt. Donc, en général, on s'oriente sur des valeurs dites de croissance. Ce sont les valeurs qui vont générer régulièrement une croissance élevée et importante. Donc, on va plus regarder les résultats de croissance plutôt que la valeur intrinsèque du titre. Donc, ce qui va intéresser l'investisseur, ce sera la croissance des bénéfices historiques qui constitue, on va dire, un facteur primordial pour juger le prix de la société. Donc, très clairement, les valeurs de croissance, pour donner un exemple, ce seraient les Fangman. Apple, Amazon, Microsoft, toutes ces valeurs un peu de la tech qui ont montré qu'elles résistaient plutôt bien, qu'elles étaient sorties par le haut de cette crise avec des bénéfices assez monstrueux et des perspectives de croissance élevées. Donc là, on est vraiment sur des valeurs de croissance. De l'autre côté, ce sont les valeurs dites value. Et donc là, on est sur des valeurs où l'investisseur va chercher à sélectionner des actions décotées, en quelque sorte, dont le prix est inférieur à la valeur intrinsèque, dans l'espoir, en fait, qu'on ait une revalorisation qui se produise, corrigeant cette anomalie de marché lorsque les investisseurs redécouvriront que cette valeur a du potentiel. Très clairement, là, ce serait peut-être du Airbus, du Safran, du Unibail, des valeurs qui ont été démontées par les investisseurs, des valeurs qui sont au plus bas et donc qui peuvent, si elles ne font pas faillite, derrière, comme un fleuron tel que Airbus, je pense que Airbus va quand même reprendre des couleurs, mais actuellement, c'est vrai que la valeur est au tapis. Et donc, les investisseurs, avec le temps, cherchent à se focaliser sur ce type de valeur pour essayer de surperformer par la suite. Donc là, ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est de voir les cycles. Les cycles où la value sous-performe les valeurs de croissance. Et donc, on assiste à différents cycles. Donc, le premier cycle, c'était celui durant chaque décennie, quasiment. Donc, c'était celui des valeurs technologiques, des dot-com, durant la bulle Internet. Donc là, c'était toutes les valeurs dites de croissance, donc les valeurs Internet, les valeurs technologiques, encore une fois, qui accéléraient, pendant que la value, elle, n'avait pas la même vitesse. Derrière, éclatement de la bulle, redémarrage d'un nouveau cycle haussier, mais cette fois-ci, nous avons les valeurs dites value qui prennent le pas, qui accélèrent. Résultat ici, crise de 2008 avec crise des subprimes, et donc, boum, la value décroche, et on a attaqué un nouveau cycle haussier où on évoluait à peu près en tandem avec la value et la growth, les valeurs de croissance. Et là, depuis 2016, on assiste véritablement à une accélération de ces valeurs de croissance. Et là, on a
un écart qui est quand même assez effroyable, j'ai envie de dire, et même inquiétant entre ces valeurs, puisque les investisseurs finalement n'ont plus d'imagination, allouent le cash de leur portefeuille uniquement sur ces valeurs. Donc, ce qui peut aussi créer derrière une bulle spéculative, comme c'était le cas avec SoftBank, justement, qui fait de la spéculation, qui dans son portefeuille était alloué quasiment qu'à du dérivé sur des valeurs technologiques. Donc, derrière, ça crée une dynamique de bulle. Et on constate aussi que, force est de constater que l'écart entre croissance, les valeurs dites growth et de value, s'est considérablement élargi. C'est maintenant la plus grande divergence depuis des décennies. Donc, encore une fois, ce graphique invite à la prudence. Actuellement, on constate que l'indice de la tech a quand même lâché plus de 10%, donc les excès engendrent des excès. Et encore une fois, si l'histoire se répète, on pourra avoir un retracement un peu plus profond, une correction même plus profonde. Et on constate quand même que depuis la dernière décennie, les valeurs dites growth ont progressé, elles, de quasiment, vous voyez ici, de 278%, alors que les valeurs dites value, elles, seulement de 87%. Donc, oui, on assiste à un phénomène d'accélération, de digitalisation, donc forcément ces valeurs qui dégagent énormément de croissance, on le vend en poupe, mais derrière, attention, quand les divergences se forment, souvent, comme l'histoire nous l'explique, eh bien, on a une correction du secteur. Donc, ici, c'était les valeurs dites de croissance, ici de value, nouveau cycle avec les valeurs dites de croissance, et actuellement, ça commence à chuter. Ainsi, l'écart risque de diminuer et peut-être, si on est dans une bulle, aller même un peu plus loin. Donc, encore un graphique, je trouve assez pertinent et qui permet de prendre du recul sur la situation actuelle et la psychologie de la part des investisseurs qui, je trouve, manquent un peu d'imagination et se réfugient uniquement sur des valeurs de croissance. Côté graphique, tout de suite, on va s'intéresser au CAC 40. Alors, objectif atteint, avec le niveau des 4700 points. Donc, premier TP atteint. Pour ma part, je continue d'être baissier. Il n'y a pas de raison d'être haussier pour l'instant. L'objectif du triangle est bien plus loin, mais comme je vous le disais, on va quand même y aller étape par étape. On ne va pas non plus anticiper, quoique, une chute de quasiment 500 points, mais l'analyse technique, en tout cas, plaide pour ce scénario, donc on ne va pas l'ignorer non plus. Pour ma part, le premier objectif était à 4007, il a été atteint, donc je passe au deuxième objectif, ainsi de suite, et si on casse, on ira chercher le troisième. Donc, deuxième objectif pour ma part sur le CAC, zone de polarité 4006-4550. On a un super élément de marché qui nous intéresse, un gap ici à venir combler. Pourquoi pas avoir un pullback sur les 4007 d'ici lundi à l'ouverture, pullbacker et de nouveau accélérer, mais je vise cette zone. On a un gap, on a un trou de cotation à venir fermer, c'est ma zone, ça correspond à ma zone technique hebdomadaire normalement. Voilà. Vous voyez ici, cette belle zone de support qu'on a travaillé à de nombreuses reprises en 2014, en 2016, durant de nombreux mois. Spike ici en 2018 quand les marchés ont lâché. Là, c'est qu'on a travaillé durant le rebond pendant de longues semaines avant de finalement franchir ce niveau. Là, vu la dynamique des prix, vu la pression vendeuse, je ne vois pas ce qui empêcherait le CAC d'aller chercher ce niveau. Là, très clairement, on est dans une deuxième bougie flux, pas de mèche, Marobutsu, on lâche encore 2%. Ça ne sert à rien d'être à contre-courant, donc pour ma part, je continue à garder une stratégie baissière en direction des 4007. Ici, c'est un gros niveau palier à passer, mais derrière, si ça lâche, encore une fois, eh bien, le deuxième objectif, c'est ce trou de cotation.
ce gap qui est laissé ouvert. En données 4 heures, flux baissier. Flux baissier pour l'instant, des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas, dynamique baissière. Attendons de voir si on break bien ce soir ce niveau, pour derrière essayer d'avoir un pullback au niveau des 4007, puis repartir, venir combler le gap. Là, pour moi, il y a encore quand même, il y a quasiment 120 points à prendre encore sur le CAC 40. Et vu la dynamique baissière en 4 heures, baissière en 1 heure, en horaire, pour l'instant, tant qu'on n'a pas de nouveaux plus hauts, plus bas que les anciens creux, bah les vendeurs gardent la main. Les vendeurs gardent la main et devraient enfoncer le clou vers la zone 4006, 4550. Concernant le DAX, c'est exactement la même chose. Des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, potentiellement le range. Ici, faiblesse, on est venu chercher uniquement la borne, le milieu de range. Derrière, on break horaire, ça repart, direction 12 190. L'objectif du biseau, lui, est bien plus bas, mais pareil, on va y aller étape par étape. Hein. Mais pour moi, c'est chercher la MM200. MM200 daily, voilà, on y est presque ici. MM50, là, on a un bon niveau. MM200 hebdo, MM200 daily sont alignés au même niveau. Et on s'approche de la MM50. Donc là, c'est un gros niveau sur le DAX. On se rapproche doucement. Donc pour ma part, 13 200, 13 190, c'est le palier à venir chercher. Ici, ça pourrait stopper, mais par contre, si on enfonce cet énorme niveau, on ira chercher l'objectif du biseau, qui lui est bien plus bas, il me semble, aux alentours de... Voilà. On est quand même sur un sacré niveau. 11 600 quasiment, 11 640. Donc voilà, pour moi, le prochain palier ici, c'est 12 200, 12 190. Et si on fait une belle clôture sous ce niveau, une belle incursion, là, je pense que je vois pas ce qui pourrait empêcher l'indice allemand de poursuivre sa dégringolade, en tout cas, vers l'objectif théorique. Mais en tout cas, c'est vraiment baissier, un flux impulsif, des vendeurs qui ne lâchent rien, des acheteurs qui ont essayé de faire quelques achats à bon compte, mais ça n'a pas vraiment fonctionné, on est plus dans un rebond technique, finalement, on reprend la dynamique, on repart dans le sens du flux, donc une dynamique baissière. Données 4 heures, ça plonge, rien à dire. Je vois pas de chandelier de retournement, pas de chandelier de stabilisation. Pour le moment, on est sur un beau vendredi baissier. Et donc, pour l'instant, en tout cas à court terme, je ne vois pas de signal de retournement. Donc, je continue d'être baissier sur les indices européens. Le Dow Jones. Alors, le Dow Jones qui doit être dans le rouge, il est légèrement dans le rouge. On va aller voir les futurs juste après. Bon, je étonné qu'on ne soit pas venu combler le gap hier. On s'est arrêté à l'entrée du gap. Donc le deuxième objectif n'a pas encore été atteint, mais pareil, je garde mon objectif baissier sur le Dow Jones aux alentours de 26 430 pour aller chercher ce gap de cotation. On est venu chercher lui cette semaine. Le deuxième objectif, c'est ce gap. Donc, tant que la dynamique est baissière, pareil, je garde un biais baissier sur le Dow Jones pour qu'on vienne chercher les 26 420. Voir la MM200, prendre appui dessus, et derrière, ce serait potentiellement l'objectif final, celui de l'épaule tête épaule, vers 26 390. Là, on a un beau niveau, ouais, ce serait les plus bas d'ici quasiment. 25 500, 25 500, 25 400, ça c'est l'objectif final de l'épaule tête épaule. Pour moi, le deuxième objectif, c'est MM200, 26 445. Et si on break tout ça,
Derrière, c'est poursuite de la dégringolade en direction des 25 600. En données 4 heures, voilà. MM400 qui arrive en soutien, mais à court terme, dynamique baissière. Des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de 27 430, je persiste sur ce flux baissier qui risque de perdurer au cours des prochaines séances. On va aller voir le futur. Voilà, on est en train de break les nouveaux plus bas sur le futur. Donc on a vraiment un joli escalier baissier. 26 420, c'est le niveau du gap. Il n'a pas été comblé sur le cash, donc c'est le niveau que je surveille. Et derrière, si on est dans une épaule tête épaule, comme je vous le disais, c'est d'aller chercher encore quasiment 800 points plus bas. Voilà, on a un beau niveau, ce serait bien qu'on vienne chercher sur le futur le bas du Kumo et la MM200 et qu'on vienne combler le gap. Donc là, pour moi, c'est un peu l'objectif à venir sur le Dow Jones. Et si on casse tout ça, eh bien, comme je vous le disais, il n'y a pas de raison que la glissade ne se poursuive pas dans les prochains jours. L'euro face au dollar. Toujours baissier sur l'euro face au dollar. Objectif 1,1590. Je ne change pas mon fusil d'épaule sur l'euro. On a une progression du dollar. Flux baissier. Objectif venir pullbacker cet oblique. Venir faire le pullback. Et ici, je passerai neutre ensuite. C'est délicat de dire si on va avoir, si c'est un retracement dans la tendance avant de rebondir ou c'est encore un signal de retournement. Pour moi, vu de l'analyse technique, ça semble un beau pullback pour l'instant. Donc, objectif 1,1570, 1,1590. Doucement mais sûrement, pareil, on glisse vers l'objectif. Et en données 4 heures, pareil, c'est baissier, pas de chandelier de retournement, donc pour moi, on est au mieux de nulle part en plus. Voilà. S'il y a un niveau potentiellement où on peut s'intéresser à faire des achats, c'est ici. Mais là, très clairement, il n'y a rien à faire. Les vendeurs gardent la main et à mon avis, pareil, ils devraient accélérer sur les niveaux de support. Donc à voir cet après-midi avec l'ouverture des bourses US. Mais l'euro-dollar, pour l'instant, la dynamique à court terme est baissière. Donc, à surveiller les signaux potentiellement haussiers proches des niveaux de support. L'euro AUD. L'euro AUD, belle cassure Tenkan Kijun en 1 heure dans le sens du flux. Ça, c'est très propre. On va quand même basculer en hebdo. Voilà. En hebdo, on est en train de sortir par le haut de ce triple bottom range. Donc là, ça devient intéressant. On a une belle bougie flux sur la semaine. L'euro pourrait reprendre de la hauteur face au dollar australien. Si je me mets en journalier, on a un beau range technique. Un range, si j'arrive à le tracer. Voilà. Ajuster. Ça a été break hier, c'est limite. C'est juste. C'est vrai que ce qui m'embête un peu, moi, c'est cette MM200 qui est juste au-dessus de la tête. En hebdo, la MM50, elle, se situe, vous voyez qu'on est pile poil dessus. MM50, ça se situe à 1,6545. Voilà, de toute façon, c'est
un peu tôt pour se positionner avant un week-end, surtout sur le Forex. Mais là, potentiellement à surveiller, on pourra avoir un redécollage. Très clairement, pour aller chercher les 1,6925. On est sorti par la borne haute de ce range. On valide donc 1, 2, 3, un triple bottom. J'aimerais bien qu'on vienne vraiment s'extraire au-dessus des mèches et qu'on fasse une clôture hebdomadaire au-dessus de la MM50. Là, ça confirmerait donc qu'on a un flux haussier qui est en train de prendre place. En données 4 heures, j'aime bien la bougie qu'on est en train de faire. Une belle accélération, double bottom. Il me semble qu'on en parlait dans les stratégies bourse Forex mardi de ce double bottom à surveiller. Donc, si certains d'entre vous se sont positionnés suite à la cassure, et bien là, vous remontez votre stop et maintenant vous espérez avoir une cassure du triple bottom de moyen terme. Et là, ça pourrait vous faire un excellent trade sur cette paire. Élément intéressant, effectivement, c'est la cassure Tenkan Kijun dans le sens du flux à l'instant. Donc là, pareil, c'est un signal. Au même moment, Chikou, elle n'est plus dans les prix. Au moment de la cassure, vous voyez que Chikou était extraite, a aussi à s'extraire des prix. Donc là, techniquement, on a un signal horaire qui plaide pour une poursuite de la dynamique. Éventuellement, ça pouvait consolider dans ce biseau, ça sort par le haut. Donc à surveiller, l'euro AUD là en horaire et en 4 heures, ça me plaît bien. Et ça pourrait permettre donc un redécollage en direction, voilà, au moins viser les 1,6925. L'objectif théorique se situe vers les 1,70, mais pour moi, on a une belle résistance aux alentours de 1,6925. NZD USD, beau double top qui s'est, on est venu pullbacker, donc ce matin. Alors, on a ce magnifique double top, break par le bas mercredi avec sortie, cassure par le bas de ce canal, et là on est venu pullbacker, et donc logiquement on devrait aller chercher les 0,6430. Ce double top est juste parfait, on est quasiment, voilà, on a fait le pullback ici, là c'est en train de repartir, donc l'objectif théorique pour moi 0,6430. Et pareil, venir prendre appui en fait sur cette oblique, venir pullbacker cette belle oblique, voilà, aller chercher MM50, on a une belle oblique baissière. Et donc là, pourquoi pas aller chercher Kijun MM50 vers les 0,6430. On est en train de faire aussi un bel avalement baissier sur MM200. Donc potentiellement double top de court terme avec un objectif à 0,6430. Mais derrière, si cet avalement est validé, dans ce cas-là, on pourra avoir une dégringolade un peu plus profonde. Effectivement, on n'a pas d'objectif de prix avec les avalements, mais s'il fonctionne, on devrait avoir plusieurs bougies baissières au cours des prochaines semaines. Donc pour moi, fin de tendance haussière sur le NZD-USD, retournement à court terme, et derrière potentiellement un retournement de moyen terme si l'avalement hebdo est validé. Le gold, bah, c'est pas joli. C'est vraiment une configuration de court terme, hein. Je parle bien d'un court terme qui se dégrade. On a repris un peu des couleurs hier, mais ça ressemble plus à un rebond technique qu'à un redémarrage haussier. On va pas se mentir, tant qu'on est sous le support à la résistance des 1880, les vendeurs gardent la main. Et ce qui va m'intéresser moi à court terme, ça va être d'une part la réaction des prix sur la Kijun. C'est pas le niveau le plus important, mais par contre la zone qui me semble elle pertinente, c'est le niveau 1790-1800 $.
Là, c'est un niveau à surveiller. Peut-être faire des achats à bon compte sur cette zone avec un signal de retournement. Je ne peux pas vous dire si cette zone va tenir ou pas, mais par le passé, on constate qu'elle est quand même plutôt, qu'elle a été pertinente et qu'elle a plutôt bien fonctionné, elle a joué son rôle de résistance. Donc là, ça passe en mode zone de polarité, donc elle devient support. Elle devrait aussi freiner, au moins limiter la baisse sur le métal jaune et derrière permettre un rebond, voire un redémarrage. Mais là, tant qu'on est sous résistance, certains pourraient même penser à faire une stratégie baissière sur le gold pour viser les 1800. Mais c'est délicat. C'est délicat. Je n'aime pas trop parler de stratégie vendeuse sur le gold. Je préfère avoir des stratégies acheteuses. Et pour ma part, je surveille donc ce fameux niveau qui m'intéressera avec peut-être une divergence, un changé de retournement. Pour l'instant, en données 4 heures, c'est un flux baissier. Et tant qu'on fait des plus bas de plus en plus bas, eh bien, que dire si ce n'est que les vendeurs prennent l'ascendant psychologique. D'où l'importance, encore une fois, d'attendre des niveaux clés de marché pour intervenir. Et donc, si on cherche à se repositionner dans le sens du flux de moyen long terme qui lui est haussier, dans ce cas-là, ce serait sur un repli. Et pour moi, le scénario optimal me semble être celui des 1800 $. Le Brent sur support, mais pas grand-chose à dire. Il faut qu'on casse le support. Il ne s'est rien passé cette semaine sur le marché pétrolier. Le marché pétrolier est vraiment ennuyant. Euh, rien, rien de la semaine. On a purgé lundi et depuis plus rien. Donc, ce chandelier invite quand même à la prudence puisqu'on est quand même sur une étoile du soir. Pour le moment, ça stabilise. Je, voilà, je garde toujours ce scénario de ABC. Mais pour cela, il faudrait qu'on fasse une incursion sous ce fameux support. Mais là, cette semaine, il n'y avait absolument rien à faire en swing sur le pétrole. À part l'indice, et certains ont réussi à se positionner en haut et ont su profiter de la baisse, mais sinon, il n'y avait pas d'action sur le secteur pétrolier. Pour moi, support à surveiller les 41,50 pour tenter cette correction de marché en ABC pour viser le support des 37,3. Bien entendu, pour ma part, je reste baissier sur le pétrole. Je trouve que vu la configuration actuelle, que ce soit au niveau des prix ou d'un point de vue des fondamentaux, on ne va pas se mentir, mais ça se dégrade. Il y a des inquiétudes, il y a des craintes. On est dans un climat de doute, donc forcément le pétrole derrière risque de replonger une nouvelle fois, mais cela n'est que mon opinion. Le light, c'est la même chose. C'est un peu un champ de bataille par contre. C'est le foutoir. Euh, que dire si ce n'est que pour moi, on a eu un bel avalement baissier ici. Plus avec un gap, bel avalement, stabilisation, mais on a une énorme résistance au-dessus de la tête. Ici, on est pris au piège avec une Tenkan, une M200, une MM50, une kit jaune, le tout dans un nuage. Donc, très clairement, il n'y a rien à faire sur le pétrole. Ça, quand vous voyez ce genre de configuration où tout s'en mêle, fuyez. Parce que c'est piégeux, tout simplement, c'est piégeux. Les investisseurs ne savent pas quoi faire, sont complètement indécis. On évolue sans direction claire. Donc, j'insiste sur le fait qu'il faut attendre des niveaux clés. Autant le Brent est un peu plus propre, mais à court terme, la configuration est la même. Mais là, c'est un champ de bataille. Si on va sur des unités de temps plus courtes, ça part dans tous les sens. Donc on fait de la mèche, ça part ça casse pas, ça repart, ça rebaisse.
potentiellement un range, mais faut rester à l'écart de ce genre de marché compliqué, piégeux, aller sur des beaux marchés où il y a du flux, où il y a un peu de volatilité, où on a des tendances qui sont en train de se mettre en place, haussières, baissières. Là, il n'y a pas de tendance sur ce marché. Il n'y a vraiment pas de tendance. On a lâché une première fois, on a rebondi, on relâche, on se reprend. C'est un range d'indécision pris dans un étau entre deux énormes résistances, enfin deux énormes niveaux, une résistance hebdomadaire, un support trimestriel. Typiquement le genre de marché réservé aux traders très expérimentés. Le Bitcoin. Bon, on va surveiller. La bougie d'hier est magnifique. Ça invite à une hausse. On est sur un bel avalement. Pour l'instant, ça tient. Belle réaction des prix sur la fameuse zone 10 000. Derrière, ça a quand même bien poussé. Oui, on a un avalement. Dessus, on a un beau chandelier. On a pris combien hier? Plus 5 quasiment. Donc, ça tient. Donc, là, on peut confirmer qu'on a un beau niveau de support. Et il faudrait que ça range. Là, prochain palier, c'est 10 009. 10 009, 11 140. En hebdomadaire, la bougie hebdo, ce serait bien qu'on clôture au-dessus de 10 900, hein, très clairement, qu'on invalide ce break baissier, qu'on repasse au-dessus pour reconquérir les 12 000. On fera le point lundi, étant donné qu'il y a quand même pas mal de volatilité le dimanche, surtout sur la crypto-monnaie, j'ai remarqué. Pour moi, on est dans un range de court terme, pour l'instant. L'objectif, c'est de faire une rotation complète vers la borne opposée. En données 4 heures, ça permet d'affiner, mais on est dans un range. Pas d'informations, on est dans un milieu de range en plus. Pour l'instant, on prend appui voilà, sur le niveau de support qu'on a à l'intérieur du range. Donc, pour moi, les acheteurs gardent la main. Objectif 10 900 en clôture hebdomadaire. Et bien entendu, ce serait très beau de faire une cassure des 11 150, ce qui permettrait d'avoir un double top et donc un signal de retournement haussier. Voilà. Donc, à surveiller, beau scénario en tout cas. Pour l'instant, la dynamique, elle, reste haussière tant qu'on n'enfonce pas le niveau des 10 000 $. Mais le niveau le plus important, le pivot à passer, ce sera les 11 170 pour ensuite aller reconquérir les 12 000 $. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous mets le lien du briefing dans la description de la vidéo. Sinon, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, un excellent week-end aussi. Et on se retrouve lundi pour faire un nouveau point sur les marchés.